Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je vois qu'il y a encore des personnes qui se connectent. Bienvenue. Alors, il y a des petits messages dans le chat. Bonjour à tous. On va attendre quelques minutes, peut-être encore pas longtemps, laissant le temps que tout le monde arrive. Pour pouvoir au moins faire les premières slides. Alors, quelques petits rappels pour les règles et les consignes de ce webinaire. Vous avez un onglet chat et un onglet questions. L'onglet chat, c'est pour réagir par rapport à ce qu'on dit. Et l'onglet questions, c'est vraiment les questions où on répondra à la fin du webinaire avec vous à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à en poser. On regardera ça à la fin ensemble. Petit rappel aussi concernant les semaines de l'évolution professionnelle. Donc, du 4 au 15 octobre, c'est tous les opérateurs à destination des salariés du privé indépendants qui co-organisent cet événement. Donc, l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane et Antea Corse. Donc, un événement 100% digital et gratuit en ligne dont vous faites partie. On va pouvoir commencer d'ici peu. Je vais laisser ma collègue Emmanuelle Soyer se présenter puisque c'est elle qui va animer un peu le sujet avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous. Je suis donc Emmanuelle Soyer de Catalyse Conseil et nous sommes donc mandataires en tant qu'opérateur CEP sur le Grand Ouest, sur la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie. Et donc je suis responsable de coordonner l'ensemble des opérateurs qui travaillent avec nous sur cette région en tant que conseil en évolution professionnelle. Donc, je vais pouvoir, je dirais, vous présenter les objectifs de ce webinaire qui sont vraiment de présenter comment on peut travailler en région, en territoire, avec les organismes de formation et quel type de collaboration on peut mettre en place. Donc, on est bien sur un webinaire plus à destination des partenaires qui peuvent collaborer avec les opérateurs CEP qui interviennent sur l'ensemble des régions de France. Voilà. Alors, je pense on va pouvoir démarrer. Il y a 84 personnes en ligne. Donc, il y en avait un petit peu plus de prévu, mais effectivement, on s'inscrit et puis la vie fait qu'on n'est pas toujours disponible pour se rendre. Donc, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Il est 15h03. J'attends peut-être une minute encore ou on y va? On peut attendre une minute. Vous avez ici le programme qu'on vous propose de balayer ensemble. Donc, pourquoi et comment collaborer avec les organismes de formation et les opérateurs CEP en région. Faire un focus sur le service en lui-même, le conseil en évolution professionnelle, la philosophie du conseil dans l'articulation avec les partenaires, les demandes des personnes et également qu'on puisse faire un petit focus sur comment concrètement on accompagne les personnes en collaboration avec les organismes de formation et puis des exemples de parcours également. Voilà un petit peu le programme qu'on vous propose de dérouler ensemble. N'hésitez pas pendant le déroulement à poser directement vos questions. Au fur et à mesure, on essaiera peut-être si on est vraiment sur les slides en question d'y répondre, et sinon on se prendra un temps à la fin pour rebalayer toutes les questions. C'est ça. Et je rappelle, je vois déjà une question par rapport à cette vidéo. Bien sûr, vous aurez un replay à la fin des 2 semaines. On vous enverra les replays de ce webinaire. Mais à la fin de 2 semaines seulement. Voilà, il faudra patienter un petit peu. Ok, moi je te propose de démarrer, Morgane.
Alors, pourquoi collaborer? Quelle collaboration entre les organismes de formation et les opérateurs CEP en région? Alors déjà, du côté du conseil en évolution professionnelle, l'objectif, c'est bien sûr de faciliter la formalisation du projet pour les bénéficiaires, de travailler avec eux sur l'analyse de leurs compétences, de déterminer, de bien identifier avec le bénéficiaire quelles sont ses attentes, ses besoins et d'étudier la faisabilité du projet avec lui. Et puis ensuite, une fois que je dirais le projet, son projet est clarifié et qu'il a un certain nombre je dirais il a précisé quelle est la faisabilité de son projet, on va pouvoir aussi l'accompagner dans la mise en œuvre du projet avec la définition d'un plan d'action adapté en fonction de sa situation, donc qui peut comprendre notamment pour des projets de formation, l'identification des financements possibles et des cofinancements, l'accompagner dans les montages, en lien aussi avec les partenaires, l'argumentation du projet pour favoriser l'obtention du financement. Donc là, il y a aussi un rôle important dans la sécurisation des dossiers de demande de financement. Et puis la réalisation du dossier en lui-même, en collaboration bien sûr avec les financeurs qui sont nos partenaires. L'apport de l'organisme de formation dans ce processus, il va être davantage de faciliter la formalisation du projet en personnalisant le parcours de formation, l'ingénierie du parcours de formation au plus près des besoins. D'autant plus qu'aujourd'hui, on sait que les financements sont de plus en plus contraints et que on nous demande effectivement d'être sur des parcours de formation et d'ingénierie le plus personnalisé, le plus adapté au bloc de compétences à acquérir pour chacun, en fonction également du parcours qu'il a pu avoir. L'organisme de formation, il va pouvoir renseigner la personne dans sa démarche de recherche de formation sur l'ensemble des éléments de l'offre de formation proposée par l'OF pour l'aider aussi à faire des choix en fonction de ses besoins. Et puis réaliser les formalités pour solliciter des financements. Donc, et puis, je dirais que l'OF, il a aussi un rôle, bien sûr, ensuite dans la mise en œuvre, bien sûr, du projet, puisque la formation et la sécurisation viennent pour l'obtention de la certification à l'issue de la formation. Donc, je dirais que la collaboration entre les conseillers en évolution professionnelle et les organismes de formation, c'est vraiment je dirais, de co-construire avec la personne un parcours le plus adapté possible, le plus personnalisé et en amont des demandes de financement qui ait le plus de chances, je dirais, à la fois de réussir, enfin d'aboutir à un projet le plus réaliste et le plus fiable possible, et également en termes de dossier de demande de financement, un dossier qui est déposé et qui ait le plus de chances d'être validé par un financeur. Ça, pour nous, c'est l'enjeu à la fois individualiser le parcours et donc le conseiller en évolution professionnelle puisse avoir une vision, accompagner la personne pour avoir une vision très précise des compétences acquises et de ses attentes et de ses besoins en termes de modalités pédagogiques et en termes de compétences à acquérir pour pouvoir construire un parcours de formation le plus adapté à son besoin et favoriser la réussite du parcours. Ça, c'est un enjeu important. Il y a une articulation à trouver entre les organismes de formation et les conseillers en évolution professionnelle pour sécuriser au maximum tout le parcours de formation et que la personne puisse aller jusqu'au bout et jusqu'à la certification. Et ensuite, le conseiller pourra prendre le relais pour la recherche d'emploi à l'issue de la formation ou juste un petit peu avant. Voilà. Je te propose de passer à la slide suivante.
Alors, comment collaborer? Là, on a illustré un petit peu des pratiques qui peuvent se faire en région, mais je dirais qu'il n'y a pas du tout de frein à ce que ce soit beaucoup plus large et qu'il y ait d'autres propositions. L'idée, c'est aujourd'hui, voilà comment on fonctionne, et demain, si vous prenez contact avec nous en tant qu'organisme de formation, comment on peut développer de nouvelles collaborations. Je dirais qu'entre les organismes de formation et les opérateurs CEP, on peut être invité lors d'événements qui se déroulent dans les organismes de formation, les journées portes ouvertes par exemple, où on peut présenter le CEP et l'articulation qui peut être mise en place avec les organismes de formation. On peut échanger et partager des flyers, des affiches sur le CEP en région avec toute l'information pour que des stagiaires et des personnes qui sont dans l'organisme de formation aient connaissance du service. On peut organiser aussi des webinaires grand public. On a eu l'occasion d'organiser et de faire intervenir des organismes de formation qui sont sur le territoire pour donner de la visibilité sur des secteurs porteurs, par exemple, et de pouvoir illustrer avec des parcours de reconversion de publics qui ont été accompagnés par le CEP, puis formés par un organisme de formation et ensuite réaccompagnés par le CEP pour la recherche d'emploi. Donc, ça peut être intéressant de pouvoir aussi donner de la visibilité sur des secteurs porteurs, des secteurs qui ont du mal à recruter des stagiaires, par exemple. Il y a aussi des collaborations, bien sûr, qui se font, les organismes de formation qui orientent des bénéficiaires vers le CEP, notamment lorsque l'organisme de formation reçoit du public qui n'a pas une vision assez précise, son projet n'est pas assez mature, et qui peuvent réorienter vers le conseil en évolution professionnelle pour vraiment clarifier le projet et ensuite reprendre contact avec eux une fois que le projet est davantage clarifié. Également des organismes de formation qui orientent vers le CEP pour vérifier la faisabilité d'un projet, et notamment via une immersion sur un poste de travail et dans le cadre d'une PMSMP, puisque les opérateurs CEP ont une délégation de signature pour pouvoir mettre en place des immersions et pour pouvoir valider un projet. Je dirais qu'en complément, on peut aussi recevoir des personnes qui ont été orientées par des organismes de formation lorsque il y a des parcours, un projet de remise à niveau à faire en amont, un dispositif CLEA qui pourrait être adapté, mixé VAE et formation. Donc là, de la même manière, on peut vraiment accompagner la personne en complémentarité avec l'offre de formation de l'organisme pour pouvoir mettre en place une VAE en amont ou une remise à niveau en amont d'un projet de formation. Et puis, les OF peuvent aussi orienter des bénéficiaires juste avant la fin de la formation pour être aidés dans leur recherche d'emploi, travailler sur leurs outils de recherche d'emploi, etc., en complémentarité avec ce que font aussi les organismes de formation, puisque vous réalisez un certain nombre d'actions pour les accompagner dans leur recherche. Mais sachez que le CEP peut aussi assurer ce suivi post-formation. Et puis, entre les opérateurs CEP et les organismes de formation, il y a également effectivement des échanges qui se font au cours de l'accompagnement. Donc, il peut y avoir des échanges directs entre des conseillers CEP et un organisme de formation pour ajuster un parcours de formation, pour aider à finaliser dans les démarches administratives. Il peut y avoir des échanges à trois si besoin. Voilà, c'est des choses aussi qui peuvent être mises en place. Donc, c'est vrai que on le verra tout à l'heure, le CEP, on est vraiment, je dirais, on a un rôle d'impartialité. Hein, donc, on travaille avec l'ensemble des organismes de formation et on ne peut pas prescrire tel ou tel organisme au regard de l'ensemble des profils. Mais il peut y avoir des relations, je dirais, locales aussi qui peuvent se mettre en place pour faciliter le parcours du bénéficiaire.
Alors, on a fait quelques slides pour rappeler ce qu'est le conseil en évolution professionnelle également. Donc, c'est un service gratuit, financé par France Compétences pour les actifs occupés et les travailleurs indépendants, mais financé sinon par l'État pour les services, Pôle emploi, etc., l'ensemble des opérateurs, je vais y revenir. Qui est, je dirais, un service qui est activable tout au long de la vie professionnelle, autant de fois qu'on en a besoin sur, je dirais, un panel de questionnements qui peut être très très large. On va y revenir. Mais l'objectif, c'est de pouvoir être, si tu peux revenir en arrière juste, pardon, Morgane. Merci. Pour faire le point sur sa situation professionnelle et, si besoin, pouvoir aider la personne à, je dirais, élaborer un projet d'évolution professionnelle, formaliser et puis mettre en œuvre une stratégie d'évolution professionnelle. L'intérêt du CEP, c'est que c'est confidentiel, hein, on est bien dans un espace dédié pour le salarié ou le travailleur indépendant, neutre, c'est-à-dire qu'il est indépendant de l'entreprise. On est vraiment au service des besoins du bénéficiaire et du salarié. Impartial, c'est-à-dire qu'on n'est pas jugé parti dans le projet de la personne, on est complètement centré en fonction de ses besoins et en matière d'orientation d'orientation ou de conseil liés au développement de compétences, on est aussi impartial et neutre par rapport à l'offre de formation et tout l'écosystème emploi-formation. Donc ça, c'est important aussi dans les relations partenariales de pouvoir bien l'identifier. Et puis accessible, c'est-à-dire qu'on a, de par notre service, des exigences pour pouvoir accueillir les personnes lorsqu'ils sont disponibles, les salariés et les indépendants, par exemple. On propose des rendez-vous le matin, le midi, le soir et le samedi matin. Et puis, on a un maillage territorial qui est très fin pour permettre à être vraiment en proximité des besoins des bénéficiaires. Voilà, si tu peux passer, Morgane. Alors, qui intervient sur le conseil en évolution professionnelle? Je dirais qu'on a, comme je le disais tout à l'heure, nous, en tant que groupement évolution, on intervient sur six régions de France, plutôt le quart nord-ouest, pour l'accompagnement des salariés du secteur privé et des travailleurs indépendants. Et je dirais, pour ce type de public, il y a également le réseau EVA qui intervient, Axis, la BGE et Antea RH qui interviennent sur d'autres régions. Et parallèlement, donc pour les publics cadres, c'est l'APEC qui accompagne de préférence qu'ils soient demandeurs d'emploi ou salariés dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, les missions locales pour les moins de 26 ans, et puis Cap emploi pour, je dirais, l'ensemble, dès lors que la problématique de santé doit être prise en compte dans le projet, que la reconnaissance soit travailleur handicapé soit réelle ou future, c'est plutôt Cap emploi. Voilà. Quel est l'objectif? Donc, le CEP, nous accompagnons donc l'ensemble des actifs dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie qui peut être vraiment très variée. C'est-à-dire que souvent le CEP est vu comme un accompagnement à la reconversion ou à la transition professionnelle, et c'est vraiment qu'une partie des demandes. Un salarié peut venir nous voir pour son projet d'évolution professionnelle en interne au sein de son entreprise, sa mobilité externe sur le même métier, sans changer de métier mais en changeant d'entreprise par exemple, ou changeant de secteur d'activité, donc l'aider à candidater par exemple, comme un salarié qui souhaite développer des compétences au sein de son entreprise ou à l'extérieur, donc développer un parcours de formation en mobilité interne ou en mobilité externe, un projet de reprise ou de création d'entreprise,
et puis également une personne qui vise une certification ou une validation d'acquis de l'expérience, par exemple. Mais je dirais même, il manque peut-être un des questionnements aussi qui est quand même assez récurrent, surtout dans la période, c'est des salariés qui tout simplement aussi se posent des questions sur leur situation professionnelle en interne, qui peuvent être en mal-être au travail ou en difficulté ou qui ont une perte de sens par rapport à leur activité professionnelle. Et donc, le conseil en évolution professionnelle peut vraiment être un espace d'écoute et d'échange et de dialogue par rapport à ce type de questionnement également. Voilà, donc, on a un spectre de questionnement qui est, je dirais, assez large. Et puis, donc, comment on accompagne les personnes? On a donc déjà dans un premier temps un conseil individualisé et adapté et personnalisé qui doit permettre à la personne d'exprimer sa demande et son besoin, de pouvoir, je dirais, réaliser un état des lieux partagé de la situation, c'est-à-dire faire un état des lieux de la situation et de pouvoir analyser ensemble, faire croiser les regards par rapport à cette situation. Et fournir, je dirais, aux bénéficiaires déjà aussi un premier niveau d'information sur les questions qu'elle peut se poser. Donc, ça peut relever sur les métiers, l'offre de formation, l'environnement, les dispositifs de financement et identifier les démarches possibles et éventuellement donner suite, notamment dans le cadre de l'accompagnement CEP. On peut tout à fait, je dirais, déjà dans ce premier diagnostic apporter un certain nombre d'éléments, mais la plupart des personnes sont accompagnées ensuite dans l'accompagnement personnalisé. Et l'accompagnement va leur permettre de, je dirais, accéder à toutes les informations utiles au fur et à mesure de l'élaboration et de l'étude de faisabilité de leur projet, et puis au fur et à mesure également de la construction du plan d'action le plus pertinent, et puis dans la mise en œuvre de leur projet. Donc, on peut être sur un accompagnement qui peut durer plus de 18 mois, selon le typologie de questionnement qui est posé. Est-ce qu'il y a des questions déjà, Morgane, auxquelles on peut répondre? Oui, il y a beaucoup de questions, notamment celui où il y a plus de votes. Quelle place a le ou la consultante en bilan de compétences dans cet espace? Est-ce considéré CEP, organisme de formation ou autre? Alors, oui, effectivement, je dirais les centres de bilan de compétences, pour nous, font partie de l'écosystème avec lequel on travaille. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je vais pouvoir à la fois présenter un petit peu ce slide et puis l'articulation. Comme vous le voyez, nous, le premier registre dans le rôle du CEP, c'est vraiment la relation entre le bénéficiaire et le conseiller dans le conseil personnalisé, permettre vraiment la mise en place d'un processus d'écoute, d'une mise en place d'une relation de confiance, en respectant bien sûr les règles éthiques de neutralité, d'impartialité et de confidentialité. Ça, c'est le premier registre. Le deuxième, c'est la dimension de la médiation de l'information. On sait qu'aujourd'hui, il y a énormément d'informations sur tout ce qui concerne l'emploi et la formation. C'est pouvoir aider la personne dans l'évaluation de la pertinence et de la faisabilité des hypothèses et scénarios envisagés au regard de l'ensemble de l'information qui existe au niveau, je dirais, qui doit être prise en compte dans la validation d'un projet. Donc, je dirais évaluer, hiérarchiser. Et puis, la dimension d'ensemblier. Donc, ça, c'est très important. C'est que, je dirais que le conseil en évolution professionnelle ne va pas tout faire dans le processus de validation et de construction de projet seul. Il travaille avec l'ensemble des acteurs sur l'ensemble en fonction des projets. Ça va être les organismes de formation, ça va être les centres de bilan de compétences, ça va être les acteurs de la création d'entreprises, les acteurs du développement économique. Enfin, il y a les acteurs de la santé, du social. Dans tous les parcours, on va pouvoir travailler et je dirais que le CEP a vraiment un rôle de fil rouge
de pouvoir suivre la personne de A à Z dans son projet et en fonction des types de questionnements, de pouvoir la réorienter vers le bon interlocuteur, de faire des mises en relation avec des interlocuteurs adaptés. Puis, il y a, je dirais, un jeu d'aller-retour entre le conseiller en évolution professionnelle, les acteurs à des moments opportuns, les acteurs de l'écosystème, puis la personne revient vers le conseiller CEP, etc. Et donc, typiquement, pour les centres de bilan de compétences, on veut être en lien avec, et nouer des partenariats aussi avec les centres de bilan de compétences, parce qu'il y a des centres qui orientent des personnes vers le CEP, par exemple, plutôt en fin de bilan, pour pouvoir étudier la faisabilité d'un projet via une immersion sur un poste de travail. Donc, on va pouvoir mettre en place une PMSMP avec une personne, alors qu'elle est en bilan de compétences avec un conseiller, et de pouvoir, à l'issue de cette PMSMP, faire le bilan de la faisabilité du projet. Elle va terminer son bilan avec son conseiller, et puis elle peut, si elle le souhaite, on est bien dans le cadre de la loi de la liberté de choisir son avenir de professionnel. Donc, le bénéficiaire, c'est toujours lui qui choisit de poursuivre ou pas avec, bien sûr, le conseiller en évolution professionnelle. Mais à la fin de son bilan, elle peut reprendre contact avec un conseiller en évolution professionnelle pour mettre en place, par exemple, une demande de financement, s'il y a une formation à mettre en place, mettre en place de manière opérationnelle un dispositif, par exemple, d'émission pour reconversion, etc., etc. Donc, pour moi, on travaille en complémentarité avec les centres de bilan. Et puis, on peut aussi, bien sûr, j'ai oublié de le dire, au cours du bilan, puisque au cours du CEP, on va intervenir sur un certain nombre d'éléments, mais je dirais qu'on oriente aussi, la personne peut ressentir le besoin de prendre le temps pour réfléchir sur un projet, de travailler de manière très approfondie sur ses compétences, de travailler de manière très approfondie sur ses centres d'intérêt, etc. Et donc, elle peut parler de bilan de compétences et de son souhait de faire un bilan de compétences en cours de CEP. Et c'est vrai qu'en termes de nombre d'heures, on ne fait pas 24 heures d'accompagnement pour je dirais, accompagner la mise en œuvre d'un projet. Donc, on peut lui parler du bilan de compétences comme étant un des outils qui peut être effectivement pertinent compte tenu de son besoin de prendre le temps de travailler sur l'ensemble de ces éléments. Et donc, on peut orienter vers des centres de bilan de compétences. Voilà. Est-ce que ça répond un peu à vos questions ? Il y a pas mal de questions, sur le PMSMP. Oui. Alors, la PMSMP, donc la période d'immersion sur poste de travail, va permettre de pouvoir être mis en situation, mieux comprendre la réalité du poste de travail. Et donc, dans le cadre du CEP, notamment pour, je dirais, les opérateurs qui interviennent dans l'accompagnement des salariés du privé et des travailleurs indépendants, la plupart ont des délégations de signature des PMSMP via Pôle emploi. C'est-à-dire qu'on est autorisé pour pouvoir encadrer une convention et signer une convention entre le bénéficiaire, l'entreprise d'accueil et nous en tant qu'opérateurs. Voilà. Je vais poursuivre peut-être avec des exemples de questionnement. Donc, ça va un petit peu, on va rentrer encore plus dans le détail. Donc, par rapport aux exemples de questionnement qu'on peut recevoir, on a effectivement des personnes qui souhaitent faire reconnaître ou adapter ses compétences, donc qui ont un projet de vouloir se former, qui ont envie de se former et qui veulent être accompagnés dans le choix de l'organisme. Et donc, d'autres personnes qui voudraient faire une VAE, par exemple,
ou comment valoriser mes compétences, ou j'ai des difficultés pour exprimer ce que je sais faire. Donc là, je dirais que le rôle du CEP peut l'accompagner dans l'identification de ses compétences. Donc on a, je dirais, on leur donne aussi accès à des ressources en ligne où ils peuvent travailler sur des supports, etc. Et pour pouvoir faire une mise à plat de leurs compétences. Ils peuvent aussi avoir de l'information sur les dispositifs et financements. On peut les accompagner dans l'élaboration d'un parcours de développement de compétences au regard des compétences qu'on a pu identifier et des besoins au regard d'un projet. Puis il y a des personnes qui peuvent venir déjà avec un projet bien étudié. Donc, en fait, on va toujours s'ajuster en fonction de là où en est la personne par rapport à son questionnement. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, on peut accompagner la personne dans l'appui aux demandes de financement, l'ingénierie financière lorsqu'il y a du cofinancement, par exemple, à mettre en place. Lorsqu'il y a également, via l'application Mon compte formation maintenant, avec toutes les logiques d'abondement, etc., on va pouvoir accompagner les personnes dans toutes ces démarches, en fait, sur l'ingénierie financière. Orientation et appui à la mobilisation de prestations complémentaires. Effectivement, on peut accompagner la personne dans les projets de formation, de certifiante ou non, dans une démarche de VAE, par exemple, en lien avec aussi les experts VAE ou les personnes ressources VAE du territoire. On va fournir un premier niveau d'information sur la VAE ou les accompagnateurs VAE. Donc, je dirais à chaque fois, il y a les deux niveaux. Nous, on est vraiment le fil rouge. On va faire une partie des éléments. Et puis, en fonction des acteurs qu'il y a sur le territoire, on fera le lien avec les acteurs du territoire. Tu veux passer? Voilà. Travailler, donc, la deuxième étape, c'est bien travailler sur son projet d'évolution professionnelle. Je veux me reconvertir, je veux changer de métier. Je veux créer mon entreprise ou je veux évoluer vers un autre poste ou hiérarchiquement. Je souhaite exercer une activité complémentaire. Là, le rôle du CEP, ça va être un appui à l'élaboration du projet, de l'information sur les dispositifs également, un appui à la mobilisation des dispositifs. Donc, par exemple, quand on parlait tout à l'heure des centres de bilan de compétences ou des accompagnateurs VAE, on va pouvoir les aider à savoir comment rechercher et choisir le conseiller qui va pouvoir les accompagner ou l'accompagnateur VAE, comment rechercher de l'information sur l'offre de formation, comment rechercher de l'information, comment les rencontres d'organismes de formation à mettre en œuvre. Également, comment je peux mettre en place une PMSMP, par exemple, les acteurs de la création d'entreprise. Donc, tout ça, on fait la médiation, en fait. Je me répète un petit peu avec ce que j'ai dit tout à l'heure, avec les acteurs locaux, les centres de bilan de compétences, de formation, etc. Et puis, on va aussi pouvoir donner de l'information, bien sûr, et leur montrer en fait toutes les ressources qu'ils peuvent trouver pour évaluer la faisabilité d'un projet. C'est quoi la réalité de l'emploi sur un bassin d'emploi, quelles sont, avec l'ensemble des ressources auxquelles on leur donne accès, comment se portent, je dirais, les recrutements dans tel secteur d'activité, quels sont les critères de recrutement, combien il y a d'offres en cours, enfin tout ce qui va être utile pour évaluer la faisabilité du projet. Et puis, on va les mettre en relation également avec les acteurs qui vont bien en fonction des projets qu'ils peuvent avoir, de la création, de la reprise d'entreprise, de la formation, etc. Tu peux passer. Alors, une fois que la personne, si le questionnement de la personne, c'est je voudrais par exemple, transférer mes compétences, changer de secteur ou changer d'entreprise. Donc là, on va pouvoir effectivement les accompagner également sur les techniques de recherche d'emploi, remettre à jour leur CV, valoriser leurs compétences
identifier les compétences qu'ils peuvent mettre sur leurs outils de communication, comment utiliser les réseaux sociaux également dans sa recherche d'emploi. Donc, il y a vraiment un appui qui peut être mis en place pour se repositionner sur un autre poste. Préparer son entretien professionnel, on va pouvoir vraiment aider la personne à se poser les bonnes questions en amont de l'entretien professionnel avec son manager. Ça peut être, par exemple, comment je me projette dans mon poste de travail à moyen long terme, quelles sont les compétences que je souhaiterais développer, ce sur quoi je suis, ou je dirais, je suis dans le flow, je m'épanouis au travail, et ce sur quoi j'ai plus de difficultés, et pouvoir préparer un entretien et d'exprimer les choses de manière fluide avec son manager et faire des propositions, venir avec des propositions. Et donc ça, c'est vraiment intéressant, et souvent les services RH nous disent, moi je n'avais pas du tout perçu que le CEP pouvait aider un bénéficiaire, un salarié, à faire un peu le point avant son entretien. Et puis, donc comme je le disais tout à l'heure, effectivement, un des questionnements qui peut être aussi et particulièrement important en cette période assez particulière, on a aussi été beaucoup sollicité par des personnes qui ont besoin de reprendre du recul sur leur situation professionnelle, qui se sentent en difficulté sur leur poste de travail, qui ne s'épanouissent plus sur leur poste de travail, qui sont en burn-out ou qui ont peur de l'être. Et puis des personnes aussi qui veulent faire le point sur leur carrière, qui à mi-carrière, ils veulent y voir un petit peu plus clair sur les évolutions possibles. Donc là, le rôle du CEP, il va vraiment être d'offrir, je dirais, un temps d'échange, d'écoute sur la situation professionnelle, d'analyse partagée de la situation. Quels sont, je dirais, les facteurs qui apportent de l'épanouissement ou je dirais, de l'insatisfaction, et quels sont les leviers, les ressources dont je dispose, et puis les leviers sur lesquels je peux agir ou pas. Et pouvoir identifier, je dirais, faire une analyse partagée de la situation. Le premier entretien est très important pour ça, pour pouvoir identifier quels peuvent être à la fois les leviers sur lesquels la personne peut bouger, et puis aussi quelles pourraient être les propositions de prestations, un bilan de compétences, est-ce que c'est un projet de reconversion qui émerge, ou est-ce que c'est améliorer le dialogue avec son manager par rapport à des situations. Enfin, voilà. Donc, on peut faire un premier diagnostic et puis ensuite apporter du conseil sur les solutions possibles ou les actions à mettre en place. Alors, Morgane, peut-être avant de continuer, est-ce qu'il y a des questions auxquelles je peux répondre ? Oui, il y a des questions, notamment où il y a beaucoup de votes, c'est dans la démarche d'accompagnement, quelle est la différence entre le CEP et le CIP, conseiller en insertion professionnelle? Alors, le CIP, c'est un diplôme, donc conseiller en insertion professionnelle, c'est un diplôme. Certains CEP, conseillers en évolution professionnelle, ont un diplôme de CIP. On a des profils qui sont très très larges, il y a des psychologues du travail, des personnes qui ont été RH et puis ensuite qui sont venues à l'accompagnement, des personnes qui ont travaillé en tant que dans des agences d'intérim par exemple, et qui petit à petit ont développé des compétences d'accompagnement et deviennent conseillers en évolution professionnelle. Le conseiller en insertion professionnelle, généralement, il travaille vraiment sur l'insertion et peut-être moins sur le volet, par exemple, écoute, accompagnement au diagnostic partagé de la situation, et je dirais toute la prévention un peu des risques psychosociaux. Mais voilà, il y a des personnes qui se sont formées au-delà du diplôme. Peut-être une autre question, c'est comment mettre en place un partenariat avec les différents acteurs du CEP quand on est OF? Alors, je vais à la fin du slide,
Vous aurez tous les responsables partenariats régionaux auxquels vous pouvez prendre contact avec le responsable partenariat de votre région. Donc là, vous aurez les coordonnées. Donc du coup, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y a d'autres questions. Alors, il y a beaucoup de questions. On va essayer de répondre à ceux qui ont le plus de votes. Ouvrez-vous le partenariat au coaching professionnel? Bah, il peut y avoir, en sachant que ce que je dis tout le temps en tant que aussi dans les partenariats, c'est que l'impartialité est très importante. Notre rôle, c'est pas de prescrire tel prestataire ou tel autre, etc. On va vraiment apporter à la personne, je dirais, les outils pour qu'elle puisse faire son choix éclairé avec l'ensemble des. On n'a pas de base de données autre aujourd'hui que la base de données, mon compte formation, les outils qui existent sur les Cariforef avec l'offre de formation existante en local, etc. Aujourd'hui, on n'a pas de liste de prestataires puisque ça bouge tout le temps. Donc voilà. Par contre, il peut y avoir dans certains bassins, voilà, il faut voir avec le responsable partenariat de votre région pour voir si c'est envisageable. Mais voilà, le bémol, c'est justement toujours l'impartialité. Je vais peut-être poursuivre parce que là, je vois qu'il est 40 et puis reprendre juste quelques questions après. En sachant que je vais peut-être aller vite parce que je pense que ça va être un peu redondant avec ce qu'on s'est déjà dit. Là, c'était un exemple de parcours. Christophe, 45 ans, qui était directeur d'un centre de loisirs, qui a déménagé loin de la ville et qui se dit qu'il aspire, il a d'autres aspirations et que le fait de faire des trajets quotidiens importants le fatigue et du coup il souhaiterait plutôt réfléchir à un projet de reconversion plus en local et plus en lien avec ses souhaits d'évolution. Donc on va l'accompagner dans un certain nombre de questionnements, où est-ce qu'il y a des débouchés dans le secteur parce qu'il envisageait d'aller vers un métier de comptable gestionnaire de paie. Donc on va l'aider à identifier quelles sont les perspectives d'embauche en local sur son bassin d'emploi par rapport à ce métier-là. Quels sont les parcours de formation possibles, quels sont les financements possibles, qu'est-ce qui restera à ma charge, quelles sont les conditions d'accès, l'écart, on va pouvoir l'aider à analyser l'écart entre les compétences qu'il a pu développer et puis celles qui seraient nécessaires sur ce poste-là et de quel type de formation il aura besoin en fonction de ses objectifs. Est-ce que ça peut être répondre aussi à des questions? Est-ce que je peux le faire pendant mon temps de travail? Comment en parler à mon employeur? Quel est le dispositif le plus adapté à mon projet? Donc voilà, on a, je dirais, à chaque situation aussi, on va avoir des questionnements différents. Nous, on s'adapte en fait en fonction de là où en est la personne. Il y a des personnes, je pense au dispositif d'émission pour création d'entreprise. Souvent, quand ils viennent nous voir, c'est puisqu'ils sont obligés de passer par nous. Il y en a quand même beaucoup qui ont déjà un projet qui est quasi ficelé, etc. Nous, on va les aider à valoriser, à bien vérifier, à sécuriser le projet et à bien vérifier qu'ils se sont posés les bonnes questions avant de déposer une demande auprès de la commission paritaire. Je vais continuer. Alors, ça je l'ai déjà un peu dit, hein, l'objectif des collaborations de partenariat, c'est vraiment de fluidifier les parcours et que pour le bénéficiaire, ce soit le plus fluide possible et le plus ajusté, qu'il n'y ait pas d'aller-retour, etc. Donc du côté du CEP, grâce au partenariat, le CEP déjà il a la bonne information. Donc ça c'est important. Effectivement que nos bases de connaissances, nos outils, tout ça soit vraiment le plus ajusté. Et également, alors c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur l'application Mon compte formation et également les bases de données des Cariforef, mais les partenaires peuvent aussi nous transmettre toutes les portes ouvertes, les actions qu'ils peuvent faire en local, etc. Donc ça c'est important qu'on puisse aussi le relayer. Donc dans le cadre du CEP, comme on l'a déjà dit, on va bien sûr travailler avec la personne sur une analyse fine de ses compétences,
identifier la formation et sélectionner un organisme. On peut aussi, s'il y a un partenariat structuré, orienter vers vers un contact précis, par exemple. Il peut, dans le cadre du CEP, faire une immersion sur un poste de travail, par exemple, ce monsieur. Grâce au CEP, ce monsieur a pu identifier aussi le dispositif le plus adapté et il a complété, par exemple, le dossier projet de transition professionnelle pour faire une demande auprès de Transition Pro. Et donc ça, c'est accompagné par le conseiller. Et puis, il a obtenu le financement et l'accord de son employeur. Avec l'organisme de formation, il a su s'informer, comparer l'offre des organismes de formation. Il a pu réaliser un bilan de positionnement et définir un parcours adapté. Il a pu établir les modalités adaptées, formation, durée du stage, présentiel, distanciel, etc. Et il a pu obtenir les éléments obligatoires pour mobiliser le dispositif de financement, donc pour argumenter dans son projet de demande de financement. Alors, juste après, je sais qu'il y a un exemple d'enquête qui peut être réalisé. Donc, on a aussi des outils pour aider les personnes à faire le choix de l'organisme de formation le plus adapté, par exemple. Donc, toute une liste de questions qu'ils doivent se poser quand ils vont voir l'ensemble des opérateurs de formation et pour pouvoir bien vérifier que pour les aider à faire des choix en fait éclairés. Hein. Le rôle du CEP, c'est aussi leur apporter des outils pour qu'ils fassent des choix éclairés avec par exemple cette enquête et juste la slide après Morgane a des outils pour les aider à classer en fait l'organisme de formation le plus adapté en fonction de mes besoins. Hein. Donc voilà, ça c'est pour illustrer. Et je pense qu'on est arrivé au bout de la présentation de l'articulation et du service. Donc, je vais peut-être, avant de juste présenter les 2 derniers slides avec le comment on fait concrètement pour prendre rendez-vous, reparcourir quelques questions, Morgane ? Oui, tout à fait. Alors, je fais un petit peu le tour au niveau des votes. Il y a une question qui a eu beaucoup de votes, c'est comment se faire référencer en tant que centre de bilan de compétences ? Alors, sur les centres de bilan de compétences, aujourd'hui, ce qu'on utilise beaucoup, puisqu'il n'y a plus de système de référencement. Hein. Auparavant, les FONGECIF, par exemple, référençaient des centres de bilan. Depuis la désintermédiation, excusez-moi, l'offre de centres de bilan, elle est sur mon compte formation. Donc, clairement, nous, on informe les personnes sur l'application Mon compte formation et il n'y a pas de liste, comme je le disais tout à l'heure. Il n'y a pas de liste de prestataires. Et pour la formation, c'est pareil. Autre question, comment le CEP s'assure que l'entreprise du salarié peut vraiment lui offrir les opportunités d'évolution professionnelle ? Que l'entreprise, nous, on peut pas garantir, non. Ça, c'est de la responsabilité de l'entreprise. Enfin, je suis pas sûre d'avoir bien compris la question, en fait. C'est comment le conseiller s'assure, comment le CP s'assure que l'entreprise du salarié peut vraiment lui offrir les opportunités d'évolution. Ah oui, ça on peut pas le garantir puisqu'on n'est pas en lien avec tous les services RH, etc. Et même sur certains partenariats dans les grosses entreprises, on peut avoir un peu d'informations sur les opportunités, etc. Mais nous, clairement, on est neutre par rapport à un service RH. On va conseiller la personne sur comment elle peut aborder le sujet avec son service RH, comment elle va aller justement questionner et rechercher de l'information sur la politique de mobilité interne de l'entreprise, sur est-ce qu'il y a une bourse à l'emploi, quels sont les critères de recrutement sur tel et tel poste. Enfin, nous, on est là comme structure de conseil pour le bénéficiaire, mais on ne pourra pas avoir de l'information sur la politique RH de toutes les entreprises de France. C'est clair. Encore une question. Quel est le nombre d'heures que vous consacrez à un salarié qui en fait la demande ?
Alors, c'est variable puisque c'est vraiment un service qui est à la carte et en fonction des besoins des personnes. Et qu'en plus, si l'accompagnement, je dirais, dure dans le temps et quand la personne revient après la formation, on va pouvoir redonner des heures je dirais, de conseils. Mais et puis en plus, dans nos modalités, on compte pas forcément les ateliers. Donc les ateliers collectifs qui peuvent être des ateliers thématiques, on compte en moyenne, je dirais, les entretiens individuels. Et donc en moyenne, on est ça peut être de 2 heures. Hein, la personne va être là que pour le premier entretien de diagnostic. Ensuite, sur l'accompagnement, c'est en moyenne 4 heures. Il y a des personnes qui peuvent être accompagnées 6, d'autres 2,5, 3. Et puis ensuite, dans l'accompagnement à la mise en œuvre du projet, c'est en moyenne 2 heures. Mais la personne peut revenir en accompagnement après sa formation pour sa charge d'emploi, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment à la carte. Hein. Mais c'est vrai que souvent j'ai la question, comment ça s'articule avec le bilan de compétences. On n'est pas à 24 heures d'accompagnement pour un projet. Donc on n'aura pas la même, je dirais, profondeur du service que sur un bilan, par exemple. C'est pour ça qu'on travaille vraiment en collaboration aussi. Pour les personnes qui le souhaitent, bien sûr. Encore une question, on reprend la présentation. Comment ? Encore une question, on reprend la présentation. Comme tu veux. Alors, une dernière question. Lorsqu'il y a un bilan... Alors, est-ce que la délégation... Excuse-moi, j'ai vu, est-ce que la délégation de signature pour les PMSMP est également valable pour les salariés? Oui. Hein, l'immersion en entreprise, justement, on a une délégation pour les salariés en tant qu'opérateur salarié. T'en as vu d'autres, Morgane? Oui. Lorsqu'un bilan de compétences est réalisé, que des enquêtes métiers ont été menées et que les formations pour cette reconversion ont été identifiées, qu'est-ce qui fait que le dossier soit refusé? Le dossier peut être refusé puisqu'il y a des priorités de financement de la part des financeurs. Et donc, en fonction du profil de la personne, je dirais du métier également qu'elle vise, et est-ce que c'est un secteur porteur, etc. Là aussi, ça a un impact. Donc voilà, il y a multiples facteurs qui font que un dossier peut être refusé. Et puis un même dossier, selon aussi le mois de commission où il peut déposer son dossier, peut être refusé parce que il y a d'autres personnes qui sont plus prioritaires que lui le mois où il l'a déposé. Hein. Donc c'est vrai que bon, après le constat qu'on fait quand même, c'est que globalement quand les personnes viennent et sont suivies par un CEP, le taux d'acceptation est supérieur que 100. Voilà. Donc ça sécurise quand même la demande de financement. On peut peut-être terminer avec la présentation. Oui, tout à fait. Donc vous avez ici, je dirais, le site internet sur lequel vous pouvez orienter l'ensemble des bénéficiaires que vous recevez, donc qui est le site internet national pour l'ensemble des opérateurs CEP, qu'ils soient demandeurs d'emploi, Cap Emploi, enfin Pôle Emploi, Cap Emploi, APEC, mission locale ou les opérateurs pilotés par France Compétences, donc moncep.org. Et donc là, c'est vraiment le site grand public pour l'ensemble, quels que soient les opérateurs. Et puis, vous avez slide suivant, les coordonnées de l'ensemble des responsables partenariats. Alors, je ne sais pas si les PowerPoint sont envoyés aux participants. Non, les slides ne sont pas disponibles, c'est uniquement dans les replays. Exactement, donc ce sera dans les replays, mais sinon je vous invite à faire une petite capture d'écran si vous voulez les coordonnées des responsables partenariats régionaux avec lesquels vous pouvez prendre des rendez-vous voilà, dans le cadre des partenariats. Alors je regarde, il nous reste 6 minutes, on va peut-être...
Ouais, on peut encore faire des questions. Je laisse la page avec les contacts si vous voulez faire un capture d'écran. Merci. Alors, au niveau des questions, bien sûr, on a d'autres questions. Alors, certaines, on a déjà répondu. Les organismes d'accompagnement professionnel peuvent orienter les bénéficiaires vers un conseiller CEP. J'ai pas compris, excuse-moi. Les organismes D'accompagnement professionnel peuvent orienter les bénéficiaires vers un tout le conseiller monde peut orienter. En fait, un employeur, un collègue, enfin, il y a pas de, voilà, il y a pas de prescription organisée. Hein. Tout le monde peut orienter vers le CEP. C'est ça. On a fait un peu le tour des questions, des questions qui sont redondantes par rapport à ce qu'on a déjà dit. On a parlé de la PMSMP. On a parlé de la différence entre le CEP et le CIP. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Ok. Très bien. Une dernière question. Une personne sourde souhaitant faire un CEP s'adresse à quel organisme? Les délais sont très longs avec Cap Emploi. Alors, Cap Emploi, je dirais la répartition et le partenariat qui est mis en place entre les opérateurs CEP des salariés des salariés du privé et des travailleurs indépendants et Cap Emploi. Cap Emploi, en fait, on oriente, nous, parce qu'on est le groupement Évolution, mais le réseau EVA, etc., c'est la même chose. On oriente vers Cap Emploi lorsque la situation de santé du salarié doit être prise en compte dans le projet. C'est pas parce que la personne est sourde que c'est forcément Cap Emploi qui va l'accompagner, puisque elle peut avoir un projet qui est tout à fait peut-être compatible avec son handicap. Donc après, il faut que le partenaire ait, je dirais, mis en place tous les processus pour pouvoir accompagner ce type de handicap. Mais voilà, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la problématique de santé est le frein principal à la mise en œuvre du projet? Si la réponse est oui, c'est Cap Emploi. Si la réponse est non, j'ai une RQTH depuis ma naissance. J'ai un projet qui est pas du tout en lien et qui peut se mettre en place en dehors de ma reconnaissance travailleur handicapé. Je peux appeler le groupement Évolution, le réseau EVA, sans souci. Voilà. Oui, et pour tout ce qui est les régions, effectivement, par exemple, pour la région BFC, c'est bien le réseau EVA qui pourra vous aider sur les régions. Vraiment, les opérateurs régionaux répondent aux besoins qui sont en région, tout simplement. Donc, vous avez la liste ici. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour. Emmanuel? Des questions? Très bien. Oui, oui. Merci beaucoup, Morgane, pour la lecture des questions. Je vous remercie et puis j'espère que ça a répondu à vos attentes. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour savoir si vous êtes satisfait de ce webinaire. Merci à tous et très bonne journée. Merci, bonne journée et bonne suite des semaines de l'évolution professionnelle. Au revoir. Au revoir.